Encore une fois, bienvenue messieurs et dames. Ouvrons ce journal par la chambre basse du Parlement. À l'Assemblée nationale, une délégation de parlementaires russes était reçue en audience par Christophe Mbosso Kodia pour des questions sécuritaires, aussi sur l'intégrité territoriale des États africains et surtout la RDC. Cette délégation russe a renseigné au speaker de la chambre basse du Parlement que la Russie et son peuple sont pour la paix et la prospérité de toutes les nations du monde, à l'instar du Congo-Kinshasa. Les parlementaires russes ont promis de demeurer aux côtés de la RDC, aussi pour les élections que d'autres questions liées à la paix et à la sécurité. Par ailleurs, Christophe Mbosso a invité les hommes d'affaires russes à venir explorer les opportunités d'investissement plutôt en République démocratique du Congo. Suivez Christophe Mbosso et son hôte russe. Le bureau de l'Assemblée nationale vient de recevoir la délégation parlementaire russe qui est venue en tant que groupe réseau parlementaire entre l'Afrique et la Russie. En même temps, ils sont venus nous remettre une invitation pour participer à la conférence parlementaire internationale qui aura lieu à Moscou. Au cours de cette rencontre de ce jour, nous avons parlé des questions sécuritaires. Nous avons parlé des questions électorale. Et la délégation parlementaire russe nous a promis qu'ils seront à côté de la République démocratique du Congo, aussi bien pour les élections que pour d'autres questions qui intéressent la paix et la sécurité. Il y a aussi des investisseurs russes qui veulent venir ici. Государственной Думы со странами Центральной и Южной Африки. En tant que représentant du groupe d'amitié entre la Russie et la RDC et à savoir certains pays d'Afrique centrale et d'Afrique australe, je prends toujours l'intégrité territoriale des pays africains. Surtout de la RDC. Notre peuple plaide pour la paix et la prospérité de toutes les nations et nous soutenons cette idée toujours. Je tiens à remercier l'honorable président de l'Assemblée nationale pour cet accueil chaleureux et j'espère que nous allons poursuivre cette pratique. Et puis la sécurisation du processus électoral demeure et est au centre des préoccupations du gouvernement de la République. C'est dans cette perspective que le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Décentralisation et Affaires coutumières a présidé la première réunion du comité de pilotage pour la sécurisation du processus électoral de 2023, lui-même étant le président du dit comité. Le ministre de l'Intérieur invite également ses collègues qui gèrent le budget et finances de la République à mettre à la disposition de cette structure les moyens conséquents pour qu'aucun obstacle n'enfreigne le bon déroulement du processus électoral. Regardez. Il vient d'être décidé par ce comité réuni en réunion et plus particulièrement par les membres du gouvernement de la République faisant partie de ce comité. Il venait d'être décidé, disais-je, qu'il soit posé comme problème au Conseil des ministres pour que nous puissions procéder à un recrutement spécial pour la sécurisation du processus électoral. La CENI a déjà pris la pirogue avant nous, mais nous lui avions demandé de ne pas continuer seule. Et elle est là, à nos côtés. Nous avons décidé d'aller ensemble. Nous devons procéder à ces recrutements-là. Nous demandons tout simplement au gouvernement, surtout à nos collègues qui gèrent la question des budget et finances, pour que tout soit mis en œuvre, que les moyens soient remis à ceux qui doivent procéder à ces recrutements et à cette formation pour que les processus électoraux ne connaissent pas de problème. Voilà, c'est pour ça que nous sommes réunis, une très bonne réunion à mon humble avis. Et dans une déclaration à la presse ce lundi à Goma, les responsables des peuples autochtones pygmées
remercie le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi pour la promulgation de la loi portant protection et promotion de leurs droits. Selon Ramou Moussafiri, mobilisateur du programme intégré pour le développement du peuple pygmée, cette loi ainsi promulguée vient valoriser leur culture et considération dans la société congolaise après 10 ans de combat pour sa mise en place. Les détails avec Patrick Sialoa. C'est devant le représentant des peuples autochtones pygmées issus de tous les Nord Kivu que le responsable du programme intégré pour le développement du peuple pygmée au Kivu, Pidep Chirika Labambouti, ont tenu à remercier le chef de l'État, Félix Tshisekedi, pour la promulgation de la loi portant protection et promotion de leurs droits. Ramou Moussafiri, mobilisateur communautaire du Pidep Chirika Labambouti, déclare que l'acte posé par le chef de l'État et les deux chambres du Parlement est salutaire. Pour nous, les Kivusiens, les pygmées Kivusiens, nous disons d'abord merci au chef de l'État pour le travail qu'il a fait, pour la promulgation de cette présente loi qui a été adoptée par les deux chambres, chambre basse et chambre haute. Nous disons merci à nos députés pour leur concours à prendre part à adopter cette loi qui a fait plus ou moins 10 ans en train d'être élaboré, récorrigé, mettre des inputs. Maintenant, aujourd'hui, ça devient une réalité. Pour Ramou Moussafiri, cette loi vient valoriser la culture des peuples pygmées. La particularité de cette loi, c'est d'abord la promotion et la protection de nos cultures. Parce que la culture d'un peuple, c'est sa richesse. C'est là où vraiment c'est la particularité de cette loi. Parce que notre culture, c'est notre richesse. Nous disons cette loi vient de résoudre le problème de marginalisation, de campement des terres de PA, de spoliation et de négligence des droits des peuples autochtones pygmées. Soulignant que cette loi portant protection et promotion des droits des peuples autochtones pygmées a été promulguée par le président Félix-Antoine Tshisekedi depuis le 15 novembre 2022. Et dans le souci de renouer la cohabitation pacifique entre les communautés ituriennes, le commandant de la 32e région militaire a fait une mission de sensibilisation dans les entités environnantes de la ville de Bunia. Le week-end passé, le général d'état-major Peter Chirimwani a sensibilisé sa population à l'esprit de paix, à l'acceptation mutuelle en vue de pérenniser les acquis de paix constatés sur le terrain. Marcus Jean-Loïka pour les détails. Les commandants de la 32e région militaire étaient notamment dans le village de Tokodo, Mbala, Katirogo et Bembei, aux environs de la ville de Bunia. Sur place, le général-major Peter Chirimwami a exhorté les communautés à l'unité et à la paix en vue de faciliter la vie à la population et surtout aux enfants qui sont plus touchés par les conflits armés. Vous avez toujours vécu et mangé ensemble. Aujourd'hui, c'est inadmissible de voir les villages vidés de ses habitants, les écoles fermées. Avez-vous passé aux enfants et leurs avenirs? Je pense que nous devrions privilégier la paix pour un avenir radieux à nos enfants. Le député provincial Opakoli encourage cependant les communautés vivantes à Nirumu et à Djougou à la cohabitation pacifique et à bannir la haine. Ce que nous demandons à la population, qui est une cohabitation pacifique entre les membres des différentes communautés habitant dans le territoire d'Irumu et dans le territoire d'Ndjougou. Signalons que les commandants de la 32e région militaire étaient accompagnés dans cette mission par certains notables ituriens. Et puis l'appareil judiciaire est appelé à s'approcher des justiciables pour une meilleure distribution de la justice au Kasaï oriental. C'est l'essentiel du discours du premier président intérimaire de la Cour d'appel du Kasaï oriental à l'occasion de la rentrée judiciaire devant un parterre constitué de magistrats, des avocats et des officiels. Le numéro 1 de l'appareil judiciaire au Kasaï oriental a développé le thème de l'organisation et de la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire. Pourquoi avoir entretenu l'assistance sur cette thématique? Les détails dans cet élément. Il n'y a pas de magistrats, pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'infrastructure. Comment affecter les magistrats là-bas, là où il n'y a pas d'infrastructure pour les bureaux, les salles d'audience, les logements?
Ce qui fait que depuis tout le temps, dans ces 5 territoires de la province de Kassai orientale, les tribunaux de paix bien qu'installés ne sont pas opérationnels. Alors c'était une façon aussi de sensibiliser, d'alerter les autorités politiques administratives et les représentants du peuple de cette province, les personnalités politiques et administratives de cette province, de prendre conscience à ce qu'ils impliquent dans l'opérationnalité effective de l'appareil judiciaire dans cette province pour qu'on arrive à construire dans les territoires des infrastructures qui peuvent servir de palais de justice, des logements du personnel judiciaire pour qu'on arrive à affecter des magistrats là-bas pour que les justiciables soient rapprochés de leurs juges naturels. Parce qu'il est difficile chaque fois d'inviter un justiciable qui reste au milliers de kilomètres pour rejoindre soit Tshilenge, soit Mbujimayi. C'est vraiment une peine pour la population. Donc voilà le bien fondé du choix de ce thème que j'ai développé aujourd'hui. Rendons-nous dans la province du Haut-Katanga pour vous dire que le gouverneur Jacques Yabula Katoué tient à voir les chantiers entamés par son gouvernement s'achever malgré cette période pluvieuse. Ce lundi, il a effectué une visite d'inspection au stade Kibasa Maliba et au pont Kasungami en construction. Regardez. L'évolution rapide de chantier suscite la joie de la population bénéficiaire, comme ici à la Kenya, où les jeunes accourent, félicitent et escortent le gouverneur jusqu'au stade Kibasa Maliba. Jacques Yabula Katoué, accompagné de quelques membres de son gouvernement, a constaté que la quasi-totalité de l'aire des Jeux est totalement achevée et contournée par une piste. Les pourtours et les tribunes ont déjà reçu leur siège et les premiers marquoirs informatisés et déjà fixés. Les vestiaires et installations sanitaires sont déjà prêtes pendant que la dernière touche est mise sur la salle de conférence. Pour le chef de l'exécutif provincial, sa population mérite un stade digne de ce nom. D'ici le mois de janvier, sûrement nous allons commencer des travaux pour ouvrir le stade. Et donc c'est petit à petit, mais sinon nous sommes en train d'aspirer à ce type d'organisation qu'on a vu hier. Et nous croyons que la RDC, c'est un pays qui a beaucoup de talent, surtout sur le plan sportif. Et donc, avec cela, et si nous, en tant que dirigeants, nous pouvons assurer un bon encadrement de notre jeunesse, et on espère que le pays pourra produire des Mbappé et de Messi, pourquoi pas. Un peu plus loin de là, c'est la population des quartiers Kasungami et Katouba 3 qui reçoit celui qui leur construit un pont de 75 mètres devant relier les communes de Katouba et Anek. Objectif, désenclaver cette partie de la ville, coupée du reste de la ville pendant 8 ans. Comme dit, nous jetons un pont sur cette voie pour permettre à ce que la population se déplace paisiblement et ça va booster totalement le développement de la commune annexe à travers le quartier 5A parce qu'il y aura un trafic non seulement de personnel mais de véhicules qui vont entrer à Katouba, tout comme Kasungami. Et donc nous allons atteindre le développement de la commune annexe à travers ce pont. Il ne reste plus qu'un support à construire sur les 5 prévus. Le projet comprend également une route en asphalte de 1 km. Les chants, cris et calicots improvisés par cette population bénéficiaire ont salué le passage de Jacques Yabula Katoué dans cette partie de la capitale du cuivre. On va parler santé dans ce journal. La campagne de vaccination contre la poliomyélite organisée à Kolwezi en novembre dernier a suscité beaucoup d'inquiétudes dans le chef de la population du fait que tous les enfants de 0 à 5 ans ciblés n'ont pas été vaccinés, pas tous d'ailleurs à cet effet. Nous avons échangé avec le docteur Patrick Chinawej, coordonnateur du programme national de vaccination PEV, qui donne les raisons et les solutions dans cet élément de Linda Kalenga et John Mema. Plusieurs enfants, parmi ceux ciblés par la campagne de vaccination contre la poliomyélite, organisée au mois de novembre 2022, n'ont pas reçu leur dose de vaccin. Quelles sont les raisons? Le coordonnateur du PEV, Patrick Chinawej, répond. Parlant des enfants manqués, certainement, même nos enquêtes ont montré qu'il y avait beaucoup d'enfants qui ont manqué la vaccination par le fait que
Du coup, il y a 2 enfants, quand les équipes passaient à domicile, tantôt les enfants étaient à l'école, et quand on passait à l'école, tantôt les enfants étaient déjà libérés à la maison. Dans les contextes de la Covid, qui a généré un peu de rumeurs sur la vaccination, et nous avons connu un recul aussi important des enfants non vaccinés par peur de parents qui pensaient qu'on simulait le vaccin des enfants au vaccin contre la Covid-19. La vaccination des enfants de 0 à 5 ans demeure le seul moyen de mettre ces vulnérables à l'abri de la poliomyélite, ajoute-t-il en alertant la population sur la présence des cas de cette maladie au Lualaba. Aujourd'hui, je vous informe que nous avons au moins 3 cas de poliovirus ici dans la province de Lualaba. Et à côté de mon bureau, il y a un enfant chez qui on a détecté le virus que nous sommes en train de consulter. Et donc aux parents d'ouvrir l'œil, et quand on rate sa dose de VPO, il faut venir au centre de santé en ce moment-là pour faire vacciner votre enfant contre la poliomyélite. Donc nous avons 2 cas ici à Kolusi et 1 cas à Fongorome. Pourrions dire aussi à ces parents qui ont raté qu'il y aura une campagne de vaccination au mois de janvier. Nous devions tenir ça au mois de décembre, du 10 au 12, mais compte tenu des contraintes techniques aussi logistiques, les autorités ont estimé qu'on puisse ramener ça au mois de janvier. Le vaccin VPO2 qui est administré aux enfants vient en appui au vaccin habituel afin de booster leur système immunitaire, a conclu Dr Patrick Chinawesh. Autre chose, plusieurs maisons d'habitation de la cellule Ewabora Golf, dont la commune de Dilala, sont menacées par une érosion monstrueuse. Ce ravin avance du jour le jour après chaque tombée de pluie sous le regard impuissant des habitants de cette cellule. Michael Mutwila et Sokato Amungu nous donnent plus de détails. Les habitants de la cellule Ewabora vivent avec la peur au ventre et assistent impuissamment à la destruction massive de leur maison par une tête d'érosion. Ces ravins d'environ 40 mètres de profondeur qui s'étend sur un espace considérable avancent à pas de géant après chaque tombée des pluies, comme nous l'affirment ses habitants. Ça a duré longtemps, mais ça évolue souvent avec la pluie. Aucune solution n'est trouvée jusque-là. Les autorités ne viennent que pour contempler. Actuellement, les gens ont perdu même de maisons ici. Dans son évolution, l'écroulement de quelques maisons sont à déplorer. Partout ici, il y avait des maisons, même des avenues. Mais c'est parti avec cette érosion. Elle était toute petite au début, mais à cause de la négligence, ça a évolué comme ceci. Du danger qui les guette, ses habitants avaient pris la résolution d'aller frapper à la porte de l'Assemblée provinciale pour des solutions idoines. Malheureusement, aucune suite favorable n'est encore trouvée, à part quelques moellons, environ une charge qui est visible à des dizaines de mètres du ravin, versée par un député provincial qui tenterait de réagir aux cris de détresse lancés, à en croire ses habitants. Ils ne viennent que regarder sans trouver aucune solution. Ils ont tenté de travailler de l'autre côté, mais les travaux n'ont pas évolué. Nous souffrons beaucoup à cause de cette érosion. Qu'ils viennent nous aider à couvrir ces ravins. Quand ça a commencé, il était petite et on pouvait y traverser. Mais là, ça a évolué à cause de récentes pluies. Les moellons que vous voyez là-bas ont été déposés par Jean-Marie Kasseya après qu'une délégation des habitants s'est rendue à l'Assemblée. Pour l'heure, les dangers persistent et les victimes de maisons écroulées ne savent à quel sens se vouer. Toute petite qu'elle était, cette érosion a été aggravée par l'arrêt des travaux de remblayage amorcés par une entreprise ont poursuivi ses habitants. Et puis, lancement ce samedi 17 décembre au Musée national de Kolwezi des activités de la première édition du Festival provincial d'exposition des œuvres d'art à Sauti Yamacho par le commissaire de la culture et arts Paulin Kalao. Cette rencontre culturelle réunit différents artistes dans le but de faire un assemblage d'œuvres d'art illustrant les valeurs culturelles de la province du Lualaba. Ces activités iront jusqu'au 22 de ce mois. Les détails avec Dorsem Tebiaf. Sauti Yamacho est le nom attribué à cette première édition du Festival provincial d'exposition d'œuvres d'art qui réunit différents talents locaux.
Ce 17 décembre marque le lancement des activités y relatives. Le commissaire de la culture et des arts, Paulin Kalaou, a dans son mot rappelé que ce festival est une occasion pour les artistes de s'exprimer. Sauti ya Macho, c'est une occasion pour vous, artistes. Sauti ya Macho, c'est un appel pour vous, artistes, de pouvoir vous joindre à nous au travers ces cadres, au travers notre bureau de musée de Kolwezi, pour pouvoir venir nous montrer de quoi vous êtes capables. Nous avons besoin de vous. Bien entendu, nous avons notre service de culture et art où vous devez vous enregistrer. Mais au-delà de l'enregistrement à faire au niveau des services de culture et art, vous devez venir et amener vos œuvres ici afin qu'on puisse connaître, qu'on puisse vous connaître et qu'on sache de quoi vous êtes capable. Sauti ya Macho, c'est aussi une occasion pour vous de pouvoir faire la publicité de ce que vous êtes en train de produire comme œuvre. Après est intervenue la visite des différents stands par les autorités, les amoureux de la culture et des arts, conduits par la directrice du musée national des Kolwezi. Chaque artiste a expliqué le sens de son œuvre d'art. Regardez ceux qui pleurent. Une fois, les pleurent, c'est nous tous qui pleurent. Alors, avec... Et vous voyez deux jeunes gens, une fillette en train de donner un gobelet d'eau à un jeune homme. C'est pour vous dire que la fille est en train de partager. Donc dans le partage, il y a le bonheur. Ce festival vise la promotion d'œuvres d'art produites localement pour un assemblage des valeurs culturelles de la province du Lualaba. Ces expositions iront du 17 au 22 décembre. L'entrée est gratuite. Autre chose, le gouvernement provincial du Lualaba veut venir en aide au diocèse de Kolwezi pour la construction d'une école sur son site de Moussompo avant de démarrer les travaux de construction. L'évêque de Kolwezi s'est rendu ce lundi 19 décembre sur le terrain où sera érigée la nouvelle école afin de donner les recommandations à l'entrepreneur de ce chantier sur place. Monseigneur Richard Kazadi a constaté l'état actuel du terrain et a fait des projections pour les constructions à venir, dont une nouvelle paroisse, la maison des prêtres et les salles de classe. En dehors de nos frontières, le Congrès national africain ANC, parti historique du pouvoir au pouvoir en Afrique du Sud, a réuni ce lundi 19 décembre plus de 4000 délégués appelés à voter pour désigner leur prochain leader, l'actuel président Cyril Ramaphosa, restant en bonne voie pour décrocher un second mandat, talonné toutefois par son rival, l'ancien ministre de la Santé, Zweli Mkhize. Les détails dans cet élément. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a été adoubé par le parti historique au pouvoir pour un second mandat à la tête du pays en dépit d'un scandale au parfum de corruption. Le Congrès national africain ANC, qui choisit les présidents depuis une trentaine d'années, a reconduit le protégé de Nelson Mandela comme chef. Il a obtenu 2476 voix des délégués de l'ANC. Son unique concurrent et ex-ministre de la Santé, Zweli Mkhize, 66 ans, en a obtenu 1897. Cyril Ramaphosa, affable et populaire, reste la figure la moins contestée d'un parti divisé et en perte de vitesse. Il a échappé la semaine dernière à une procédure de destitution grâce au soutien de son parti majoritaire au Parlement. Fin novembre, Ramaphosa a été fortement déstabilisé par le rapport d'une commission parlementaire assurant qu'il pourrait avoir enfreint la loi dans le cadre d'un cambriolage dans l'une de ses propriétaires en 2020 où une importante somme en dollars avait été retrouvée cachée dans un canapé. Face à Cyril Ramaphosa, l'ex-ministre de la Santé, le candidat Zweli Mkhize, qui avait été forcé à démissionner l'année dernière, accusé avec son fils du détournement de plusieurs millions d'euros par l'intermédiaire d'une société de communication chargée d'une campagne de sensibilisation sur le Covid. Mkhize,
qui s'est également présenté comme Ramaphosa lorsque ce dernier a remporté le poste en 2017, ni tout acte répréhensible. Autre chose ouverte depuis le 7 décembre dernier, la conférence des partis 15 à Montréal, au Canada, a pris fin dans la matinée de ce 19 décembre avec une participation remarquée de la République démocratique du Congo. Les gouvernements du monde entier ont convenu d'accroître la protection de la planète à 30% et de créer une nouvelle branche du Fonds mondial pour l'environnement dédiée à l'application de cet accord. Commentaire Léopold Kingo. Les pays du monde entier ont adopté ce 19 décembre un accord historique à Montréal pour tenter de stopper la destruction de la biodiversité et de ses ressources indispensables à l'humanité. Après 4 années de négociations difficiles, plus de 190 États sont parvenus à un accord sous l'égide de la Chine. Les pays se sont mis d'accord sur une feuille de route visant notamment à protéger 30% de la planète d'ici 2030 et de débloquer d'abord 25 milliards de dollars par an jusqu'en 2025, ensuite 30 milliards de dollars d'aide annuelle à la conservation pour les pays en développement jusqu'en 2030. Cet accord, dit de Kunming-Montréal, prévoit les garanties pour les peuples autochtones gardiens de 80% de la biodiversité subsistant sur la Terre. Il a été convenu de réduire essentiellement le côté nuisible de pesticides. La conférence de partis 15 approuve également la création d'une nouvelle branche du Fonds mondial pour l'environnement dédiée à cet accord. Durant ces assises, la République démocratique du Congo, via son ministre de l'Environnement, Eve Bazaïba Massoudi, s'est farouchement opposé à l'octroi par les membres de la cofacilitation sur les mécanismes du financement de la biodiversité au Rwanda, pays agresseur dans l'Est, alors que le Congo est 5e pays mondial en termes de biodiversité. Et voilà qui met un terme à cette édition du journal. Messieurs et dames, de partout, vous nous avez suivis. Merci. Restez avec nous car le programme en continue.